Merci Madame Maréchal Leroux. On va poursuivre cette discussion avec Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, Olivier Luancy, également spécialiste de l'industrie et enseignant à l'école des mines. Je vous invite tous les deux à nous rejoindre pour poursuivre cette discussion. Vous pouvez évidemment les applaudir au passage. Je vous en prie, installez-vous tous les deux. Denis, je vais commencer par vous, parce que Madame Maréchal Leroux a dit tout à l'heure à quel point elle souscrivait au rapport Draghi. Rapport qui a quand même largement tiré la sonnette d'alarme sur la situation de l'Europe la semaine dernière vis-à-vis de nos concurrents chinois et américains. Est-ce qu'on a été trop naïf jusqu'à présent ? Oui, oui, je pense qu'effectivement, enfin, je pense que je ne convaincrai pas grand monde en disant oui, parce que tout le monde en est à peu près convaincu. Je pense effectivement, c'était temps que ce type de rapport ressorte. C'est pas qu'il donne des informations fracassantes pour qui observe attentivement ce qui se passe dans le domaine de l'industrie. Il n'y a pas des découvertes fracassantes, mais le fait que ça soit quelqu'un comme Mario Draghi qui porte ce message-là, et qui porte en plus qui porte une analyse qui n'est pas qu'une analyse très désincarnée, c'est une analyse qui va aussi dans le fond regarder où peuvent être les gisements que l'on peut actionner, où sont les réponses appropriées technologiquement. Il y a des enjeux qui sont très importants dans ce rapport. Donc oui, c'est très bien qu'ils le disent. Maintenant, il faut faire attention à un point, c'est qu'on a pris tellement de retard que embrayer sur essayer de répliquer ce qu'ont fait les Chinois, ce que font les Américains aujourd'hui, risquerait d'ajouter des capacités à une situation de surcapacité déjà qu'il peut y avoir à l'échelle mondiale dans de nombreux points. Enfin, le premier point auquel on peut penser, c'est par exemple la production de photovoltaïque. Aujourd'hui, les capacités implantées en Chine correspondent à 2 fois la demande mondiale que l'on peut projeter à l'horizon de 2030. Donc, est-ce qu'on va rajouter de la capacité à un monde qui est déjà excédentaire? Donc, ce que dit bien le rapport Draghi, c'est qu'il faut aller chercher ce qui fait les avantages compétitifs des uns des autres, trouver les espaces technologiques dans lesquels on est pertinent, dans lesquels on a de l'avance ou on peut en retrouver une rapidement et appuyer sur ces leviers, mobiliser tous les atouts compétitifs que l'on a. Et vous en avez évoqué quelques-uns, notamment dans le cas de la France relativement aux autres économies européennes, un prix de l'énergie qui normalement devrait être un peu plus faible, en tout cas un prix de l'énergie électrique. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, oui, clairement, c'était très important que ce rapport sorte. Il y en a d'autres rapports sur la réindustrialisation qui sont également importants, mais ne nous trompons pas, n'essayons pas de répliquer exactement ce qui a été fait par les autres, parce qu'on risquerait de ne pas donner les espaces de rentabilité. Olivier Luancy, votre avis là-dessus? Oui, je partage, j'aurais même sans doute des mots un peu plus affirmés encore que Denis. Je pense qu'il faut qu'on réalise aujourd'hui que l'Europe a un modèle social, un pacte social, des ambitions environnementales. Je dirais pour des raisons de commerce éthique, on a coupé l'un de nos derniers avantages comparatifs global qui était s'approvisionner en gaz russe, qui était 2 fois moins cher que le gaz qui approvisionne l'économie chinoise notamment. Et que tout ça mis bout à bout, et je pense que la guerre en Ukraine va être un point d'inflexion par rapport à ça. Je ne vois pas comment nous pourrons redevenir structurellement compétitifs par rapport aux États-Unis et la Chine, bien les deux, sur une partie significative de notre industrie. Si je prends les États-Unis, on parle tout de la Chine, mais les États-Unis, le rapport Draghi met un rapport de 1 à 2 sur le prix de l'électricité. Si vous allez sur le gaz, on est plutôt de 8 à 10. Une fois qu'on a inclus les quotas carbone en Europe. Comment voulez-vous, quand l'énergie est la sève de l'industrie, que nous maintenions notre compétitivité? C'est un sujet structurel. Et donc, et là on parle que de l'Europe, on parle pas de la spécificité française qui a vécu une désindustrialisation massive. L'Europe était jusqu'à présent encore une puissance industrielle avec une balance commerciale en biens positive, qui est pour moi le marqueur le plus important. Notre situation aujourd'hui a basculé et nous ne garderons pas cette position qui est essentielle pour notre souveraineté si nous ne revoyons pas les règles du commerce international. Draghi parle, je dirais avec un euphémisme, de politique commerciale plus défensive. Je pense qu'il faut vraiment qu'on le réalise. Et l'autre point positif évoqué par Denis, c'est qu'il ne faut pas le faire de manière générale. Je ne pense pas que des solutions revenir à des taxes générales sur le commerce. Il faudra bien le faire catégorie de produits par catégorie de produits
même pas filière, hein, catégorie de produits par catégorie de produits. Et ça demande une analyse de quelles sont nos productions essentielles que nous n'avons qu'à peine entamées de manière parcellaire et que nous devons généraliser. À la DGE, Constance Maréchal-Dereux, vous travaillez sur ces sujets de production indispensable ou non indispensable? Oui, alors déjà les verticales, donc la partie verticale de France 2030 était déjà un signe des secteurs sur lesquels l'État français voulait investir parce qu'il les considérait comme essentiels. Alors, on devait publier, mais c'est arrivé le mi-juin, donc tout ça est un peu mis en attente, une stratégie industrie verte de l'État, donc on espère que le gouvernement reprendra, qui justement mettait en cohérence ces différents sujets. Mais oui, on est bien d'accord que dans le contexte du moment, et c'est bien ce qu'on porte, il faut être précis, sectoriel, c'est bien déjà comme ça que c'est travaillé au niveau européen, et c'est la seule manière de façon générale de le rendre à peu près compatible avec l'OMC, même si on voit que les autres États, enfin d'autres non, hors Union européenne se posent peut-être un peu moins de questions. Alors, on a un exemple en ce moment, alors sans rentrer dans tous les détails, mais je vais simplement rappeler ce qui est public depuis quelques jours. On va voir ce que ça va donner sur les droits de douane européens sur les voitures électriques chinoises. Et on se rend compte que, alors qu'on pensait que ça passerait relativement facilement en juillet, la capacité des différents États membres de l'Union européenne à rester groupés et à se dire que peut-être que certains gagnent un petit peu, d'autres y perdent, etc., elle est pas simple. C'est pour ça que nous, on fait notre travail en diplomatie vis-à-vis des États membres, mais on a aussi besoin quand on arrive à mettre, parce que c'est quand même une grande victoire d'avoir réussi à faire travailler pendant plusieurs mois, alimenter, etc., la DG Trade, donc la Commission sur cet exemple-là, il faut qu'on arrive au bout, quoi. Donc, et là, on essaye aussi de mobiliser les acteurs privés pour utiliser sur ce cas particulier là qui était effectivement ciblé avec des droits par constructeur. Enfin, c'est vraiment très très précis, et de toute façon c'est la seule manière dont on arrive à le rendre au moins audible et à convaincre la Commission d'y travailler. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet de l'énergie, puisque vous l'avez évoqué tous les deux assez rapidement d'emblée. Évidemment, ça concerne grandement le secteur de l'aluminium. Tout à l'heure, Madame Dereux disait qu'elle était assez confiante sur les négociations en cours. Denis, cette question de trouver une solution soutenable pour les industriels de l'après-ARENH, elle est cruciale aujourd'hui. Oui, elle est cruciale évidemment pour un secteur pour lequel le coût de production est quand même très déterminé par l'électricité. C'est clair qu'on est sur un enjeu qui est clé. Avec un enjeu qui a quand même été, il faut toujours se rappeler d'où l'on vient, qui a été quand même sacrément bouleversé par quelque chose qui a complètement changé les états d'esprit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne se posait pas du tout la question de la disponibilité. Toute la question se faisait sur le prix. Or, on a eu un moment où le sol s'est dérobé un peu sous les pas, et où on se rend compte que les questions de disponibilité ne sont pas forcément des questions qui sont réglées d'emblée. Cela vaut pour l'électricité, cela vaut aussi pour beaucoup de composants. Quand on parle de politique commerciale, il faut avoir présent à l'esprit que ce qui monte en ce moment, ce sont évidemment des mesures qui sont très protectionnistes, de restriction d'importation, et quand on voit le Global Trade Alert, on voit monter ces mesures de protection, mais on a aussi de plus en plus des mesures de restriction d'exportation qui sont adoptées par un certain nombre de pays sur des intrants critiques. Donc on voit que la question, déjà, avant de répondre sur le contrat, la question qui est incorporée, c'est la disponibilité. Assurez-moi déjà dans un premier temps la disponibilité. Ça, c'est déjà un phénomène qui est important à assurer dans les contrats. Le deuxième point, c'est évidemment la difficulté à piloter le dispositif. Actuellement, il y a une baisse des prix de l'électricité. Enfin, il y a un peu l'alternative approvisionnement de marché, enfin prix de marché, prix de contrat de long terme. Sur des industries qui sont très dépendantes de l'électricité, un approvisionnement de long terme, enfin une visibilité, un horizon sur un approvisionnement de long terme est effectivement souhaitable. Mais comment est-ce que l'on fait quand vous avez le prix à terme, même à terme 3 ans, passe en dessous et significativement en dessous du prix du contrat immédiat, ce qui est un peu la situation que l'on a actuellement. Donc il y a un arbitrage qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et là, c'est un renvoi à chacun des industriels. Comment est-ce qu'on réfléchit sur ce couple disponibilité, prix
et quel horizon. C'est ça en réalité les questions. A priori, un économiste qui s'intéresse au monde industriel dirait les contrats de long terme, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Mais si on peut avoir, si à un moment il y a une baisse de prix qui est telle qu'on perd en avantage de compétitivité, alors comment est-ce qu'on introduit aussi de la souplesse dans les contrats? C'est vraiment une question très épineuse et sur laquelle il n'y a pas forcément qu'une bonne réponse. Olivier, justement, vous planchez sur ces questions et vous avez dit qu'il fallait sortir peut-être un peu de cette logique de marché. Il y a un mécanisme qui s'appelle Contract for Difference. Est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler cette idée? Je pense qu'il faut, l'idée en elle-même, elle est relativement connue, je pense, moi je reviendrai dessus, mais il faut le prendre un peu de hauteur. On rentre dans un monde de rareté. L'électricité décarbonée va être un objet nécessaire pour la vie industrielle, nécessaire pour le développement de nos sociétés et qui va devenir rare. À partir de là, toute la question, c'est comment est-ce qu'on alloue les raretés. Ce ne sera pas la seule à laquelle on sera confronté. Vous aurez dans vos bassins des stress hydriques, vous avez, etc. Et toute la question qui se pose à nous après un monde que je vais qualifier d'abondance, vous verrez le clin d'œil, c'est comment on va gérer ces raretés. Les quelques exemples qu'on a récemment nous démontrent que le marché n'est pas forcément ou tout systématiquement le bon outil pour allouer la rareté. Et à partir de là, quand on réfléchit, et on peut revenir aussi à la notion de bien essentiel, voire de bien commun si on va dans un sens plus philosophique, c'est comment pour un certain nombre de biens où on considère que le marché n'est pas la meilleure façon d'allouer cette rareté parce que derrière il y a des besoins essentiels, comment on va le faire? Et mon sentiment, c'est qu'on va avoir un retour de la puissance publique et donc de la régulation du prix d'un certain nombre de biens, dont, à mon avis, l'électricité décarbonée. Je vais donner quelques exemples. Pendant la crise récente sur l'électricité, RTE, qui est quand même en France la référence sur le marché de l'électricité, a démontré que le prix du risque inclus dans le marché, c'est-à-dire les prix absolument affolants que nous avons eus, était bien surestimé par rapport à la réalité du risque. Le marché n'a pas fonctionné de manière optimum. Autre exemple sur ce type de produit-là, on a un prix spot qui est censé faire le marché, sauf qu'un investissement électrique, ça se fait sur des décennies. Moralité aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'acteurs qui ont réinvesti, mis à part EDF, sur de la capacité de production, parce qu'entre un signal prix qui est très court terme et un investissement qui est très long terme, vous avez un hiatus qui fait que les règles du marché habituel ne s'appliquent pas. Et donc l'idée que je poursuis, c'est de dire, dans la décision qui a été faite en novembre, il y avait deux choix. Il y avait un choix qui était de dire, on va essayer de faire un contrat, rester dans le marché, même s'il est long. Et donc de se protéger un petit peu contre des aléas de montée et de descente. Mais on restait dans une logique marché. EDF avait là-dessus un intérêt en tant qu'opérateur financier extrêmement assumé de la maximisation de son profit. Son président directeur général le dit publiquement et l'assume parfaitement. La question que je me pose, c'est par rapport à ce bien-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de le répartir et notamment de le réguler? Alors, je suis rejoint actuellement dans cette réflexion par des gens que j'aime bien, la Fabrique de l'Industrie, Gallois et Pierre-André de Chalandard, par la voix de Vincent Charlet, qui disent qu'il faut revoir la régulation. À in fine, on aura quelque chose d'imparfait, mais qui fonctionnera sans doute de manière plus robuste que le marché. Et j'imagine bien des prix régulés pour les super électro-intensifs, les intensifs, les sensibles à l'électricité, et puis marginalement pour d'autres industries qui, elles, sont moins exposées. C'est quelque chose, à mon avis, sur lequel on se dirige et on y va avec beaucoup de réticence parce que ça va contre les règles ou les principes d'échange qu'on a mis en place depuis 50 ans, ça va contre un certain nombre de règles européennes. Je crois que c'est un sujet sur lequel, alors on n'est pas très bien positionné avec la nouvelle composition de la Commission européenne, mais on n'aura pas d'autre choix que de faire un rapport de force vis-à-vis de la Commission européenne. Je vous donne juste un autre exemple qui a eu lieu il y a 10 ans. Quand les Anglais ont voulu financer Hinkley Point, ils ont fait un tel rapport de force pour trouver un petit espace dans le marché électrique, ils l'ont obtenu. Donc la Commission européenne et les institutions, c'est un corps administratif, on peut suivre les règles, et puis de temps en temps, on peut faire des rapports de force politiques pour obtenir des dérogations. Je pense que nous n'aurons pas le choix à terme pour défendre notre industrie. L'électricité nucléaire décarbonée est aujourd'hui le seul avantage comparatif que nous avons pour nous réindustrialiser et remonter une économie dont on voit tous les jours dans le déficit public qu'elle n'est pas dans le meilleur état possible.
Je voudrais qu'on parle de nouveau de décarbonation. On a eu tout à l'heure de très brillants exposés sur des innovations du secteur de l'aluminium pour accélérer sur cette décarbonation, donc notamment un projet de capture carbone. On a aussi évoqué rapidement l'anode inerte. Alors là, pour le coup, ce sont de vraies innovations de rupture. Denis, comment est-ce qu'on peut encourager ces innovations de rupture? On sait que c'est du temps, que ça demande de la visibilité, que ça demande de la prise de risque et ça demande du financement. Oui, ça demande effectivement, avant de réfléchir financement, il faut réfléchir effectivement au mot que vous venez d'employer, le mot risque. Effectivement, il faut réhabituer presque l'économie européenne à penser le risque. C'est quelque chose que l'on a un peu déserté, que l'on a un peu oublié. Alors, j'entends le point que tu évoques, Olivier, sur la régulation, mais l'excès de régulation que l'on a eu, a abouti aussi à ce que l'on est devenu très risque averse d'une certaine manière. Non pas qu'il ne faut pas de régulation sur le prix, bien entendu, surtout quand on parle d'un bien aussi essentiel que l'électricité. Mais le risque, comment est-ce que ça se finance? Le risque, ça se finance pas forcément par des finances publiques, dont tu as rappelé l'état calamiteux. Ça ne se finance pas non plus par de la dette. La dette, ça appelle enfin de l'endettement classique. La dette, ça appelle un flux de remboursement qui est régulier. Le risque que l'on prend quand on fait de l'innovation de rupture, ça se finance par du haut de bilan. Ça se finance par de l'engagement, ça se finance par des fonds propres. Et c'est quand même un peu là que l'on est démuni. J'aime bien une expression qu'utilise le patron de BPI, Nicolas Dufour, qui consiste à dire que dans l'économie du XXIe siècle, il faut avoir deux choses. Il faut avoir de la défense, il faut avoir des fonds de pension. Bon, on a une défense, à peu près, pas une défense européenne, mais une défense française. On a quand même une défense. Par contre, en termes de fonds de pension, on est un petit peu léger. Et c'est là où on a aussi à réfléchir par rapport à tous les défis que l'on a sur les finances publiques. Il y a un élément que l'on n'a pas et qui pourrait à la fois affronter le sujet des retraites, qui est quand même un petit peu compliqué, et puis celui qui nous intéresse plus immédiatement ici, c'est qui est celui de l'innovation, du financement de l'innovation de rupture, parce qu'on parle bien de rupture, de changement dans les modes de produire. On a besoin d'avoir un véritable bras armé qui aujourd'hui fait défaut, qui est en capacité de prendre du risque, non pas qu'il soit géré par l'État, non, c'est simplement qu'on organise véritablement une collecte sur des fonds qui sont des fonds de capital risque qui manquent beaucoup. Autre élément sur l'innovation, alors c'est pas tellement sur le financement de l'innovation, mais l'innovation c'est pas que du financement, c'est aussi des personnes qui la mettent en place. Or, quand on est dans une économie qui s'est pluguée complètement sur le développement d'emplois d'un faible niveau de qualification. Ça fait 30 ans qu'on fonctionne sur un registre de j'encourage la création d'emplois parce que j'ai un problème de chômage de masse, je veux résoudre mon problème de chômage de masse, et tant pis si je prélève beaucoup sur le haut de la distribution des salaires. On a pensé l'économie de cette manière parce qu'on avait ce défi qui était à résoudre, ce défi du chômage. Et aujourd'hui, on a un autre défi, en réalité, qui est celui de réinstaller l'idée de l'importance de produire. Et au niveau de développement où on est, on ne va pas être qu'un musée a priori. Ok, c'est très bien d'avoir accueilli les Jeux Olympiques, de faire du tourisme, tout ça, mais est-ce qu'on a vocation à n'être qu'un musée et à n'accueillir que des gens? Non. En fait, on a besoin de produire, on a besoin de se projeter, et pour se projeter, on a aussi besoin de créer les conditions pour qu'on puisse bien rémunérer ceux qui vont faire l'innovation. Sinon, ils bougeront. Ils bougeront, et de manière très simple. Regardez une statistique toute bête. Regardez la manière dont se développe l'emploi actuellement aux États-Unis. L'emploi aux États-Unis, c'est, je crois, 6 millions d'emplois de plus qu'en 2019. Toute l'augmentation de l'emploi, c'est une augmentation d'emploi de personnes qui ne sont pas nées aux États-Unis. Il y a aujourd'hui une guerre pour attirer les personnes, et en particulier les personnes de très haut niveau de qualification. Et si on n'est pas en capacité d'assurer une rémunération qui correspond à peu près à ce que l'on va voir sur le marché à côté, l'innovation ne se fera pas forcément chez nous. Donc c'est à la fois du financement, mais c'est aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on met en situation, comment est-ce que l'économie se met en situation pour pouvoir maintenir cette capacité d'innovante que sont les cerveaux. Olivier, vous citiez la Fabrique de l'Industrie. Ils avaient sorti l'année dernière, je crois, un très bon rapport sur l'innovation de rupture qui montrait que finalement l'Europe et la France en particulier n'étaient pas forcément en tête de classement. C'est déjà trop tard par rapport à nos concurrents chinois ou américains? Ah non, mais il est jamais trop tard, parce que s'il était trop tard, on éteint la lumière et on va boire le bon vin qu'on produit en France. Enfin, on est sur un sujet de nécessité. Je vais rappeler, je le dis souvent, on réindustrialise pas pour réindustrialiser, on n'innove pas que pour innover.
Quand on le fait pour l'industrie, on le fait pour remettre des emplois dans des territoires là où on a pendant 40 ans concentré notre richesse dans les métropoles, et donc on a généré en nous-mêmes les gilets jaunes. Il faut quand même bien qu'on l'admette, et qu'on a besoin d'avoir une cohésion territoriale qui renaisse. C'est un sujet de souveraineté. Alors la souveraineté, c'est un mot qui s'applique plus, je dirais, à la puissance publique et à l'État, mais ça veut dire être capable de décider de son destin. Quand on est totalement dépendant sur 80% des molécules actives de nos médicaments, nous n'avons plus de souveraineté sanitaire. Et puis c'est une exigence qu'on s'est fixée avec beaucoup d'ambition, et j'en suis, moi, admiratif et partie prenante. C'est celle de réduire notre empreinte environnementale. Réindustrialiser, c'est aussi réduire notre empreinte environnementale. On a été extrêmement hypocrite en délocalisant. On a délocalisé notre production, nos emplois, mais aussi nos pollutions. Voilà, donc c'est une nécessité absolue. Maintenant, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu avec un angle différent sur le rapport Draghi et le rapport de l'Europe au reste du monde. C'est que le constat qu'on fait, c'est qu'on n'est pas compétitif à cause de nos structures de coûts. Il y aurait la solution de se dire on a un avantage comparatif qui serait la technologie. Parce que si on est en avance d'une génération, dans ces cas-là, on pourrait se dire, bon, on a une structure de coûts avec un pacte social, des ambitions environnementales plus élevées, etc., mais on va compenser ça par un avantage technologique. Le rapport, ce que nous a dit un des rapports, celui que vous avez cité, mais il y en a d'autres, c'est que nous n'avons plus cet avantage technologique en Europe, nous sommes même en retard. Et d'où je reviens au point, c'est que dans ce contexte-là, je ne vois pas d'autre solution que d'avoir une politique commerciale qui va nous protéger. On va revenir à des mécanismes de développement, mais qui ont fait le succès, par exemple, de la Corée du Sud pendant un temps. On se protège le temps de redevenir compétitif, de refaire une industrie compétitive sur un certain nombre de sujets pour se réouvrir après. Les modalités de ces protections passeront par des taxes ou des réglementations techniques sur de la circularité matière, etc. Il y a toute une gamme de réglementations qu'on peut utiliser pour arriver à refaire cette industrie ou revenir à niveau, mais on a besoin de se prendre en main. Et de ne pas croire qu'en laissant, je dirais simplement, le libre-échange passer, on va y arriver. Je pense que là-dessus, on est à un tournant de la façon de penser. Voilà, ça c'est pour la dimension technologique et européenne. Après, vous avez évoqué la France, et là-dessus, oui, il y a plein de leviers qu'on peut mettre en œuvre. Hein. D'abord, partir du fait qu'on est en retard en Europe et l'assumer. Et puis, Denis a parlé des formations de haut niveau. Moi, je suis sûr que dans la salle, il y a des industriels qui n'arrivent pas à recruter entre du CAP et du Bac+3. On n'est pas à Bac+5. Et ce qui est juste un exemple, hein, et là, on va avoir un gouvernement, un parlement qui va être divisé, mais il y a des choses qu'on peut faire pour réindustrialiser sans avoir besoin de passer par la loi. On forme en France plus de 125 000 personnes au métier industriel. On en a besoin de 80 000 actuellement, 110 000 si on faisait une réindustrialisation un peu ambitieuse mais réaliste. Donc normalement, on a tout ce qu'il faut. On a 2 à 3 milliards d'euros pour former des gens au métier industriel tous les ans qui sont disponibles. On peut toujours chipoter sur la carte des formations. Est-ce qu'on a les bonnes formations aux beaux endroits? Ça, ce sera infini. Mais le premier problème qu'il y a, par exemple, sur ce sujet, c'est l'image des métiers industriels. 50% des jeunes diplômés aux métiers industriels ne les rejoignent pas. Soit ils sont poussés là par des formations par défaut pour éviter d'aller à France Travail, soit ils savent pas du tout et ils s'inscrivent là en disant j'ai vu de la lumière, je suis entré, mais il n'y a pas d'image, tout le travail sur l'image des métiers industriels, la manière dont ils peuvent, je dirais, épanouir individuellement, collectivement, la manière dont nos sites industriels ne sont plus ni Charlie Chaplin et encore moins Zola, etc., etc. Tout ce travail-là, on l'a pas fait. Pas un travail qui demande de la loi, hein. Il demande juste de se prendre par la main et d'y mettre un peu de moyens. On perd 5 à 6 milliards d'euros de valeur ajoutée industrielle par an avec nos 60 000 postes vacants. Collectivement, je dis, la famille de l'industrie a réussi à faire une superbe opération qui s'appelle Avec l'industrie, en collectivement mettant 15 millions d'euros. On pourrait sans doute rajouter un zéro ensemble et avec un TRI fantastique en termes de disponibilité de main-d'œuvre et d'appétence pour nos métiers industriels. Voilà un des exemples. Je voudrais qu'on termine par un sujet qu'on n'a pas évoqué, vous citiez Zola, Olivier, je vais me tourner vers Denis pour cette question, mais est-ce qu'on peut encore implanter des mines ou des usines en France, en Europe? Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique? Est-ce que le sujet de l'acceptabilité est suffisamment adressé aujourd'hui?
Peut-être que les choses ont un peu bougé, hein, quand tu parlais des molécules, le fait par exemple que l'amoxicilline vient à manquer, tiens, je peux plus soigner mes gamins avec un truc que j'utilisais habituellement, enfin c'était l'histoire de l'année dernière. Là pour le coup ça va renvoyer à la manière dont on régule le prix du médicament, mais bon je passe sur le sujet, mais on a plein d'exemples au quotidien, et pas seulement parce que vous êtes des industriels, mais dans la vie quotidienne où on se rend compte, tiens, mais il y a un truc que j'ai plus. Ça c'est le constat. Après, il y a l'étape qui consiste à se dire, tiens, si je l'ai plus, c'est peut-être parce que je le produis plus. Et ça, c'est une étape qui est un petit peu plus difficile à franchir. Et puis, il y a la troisième étape, c'est, oui, mais je le produis où? Est-ce que je le produis vraiment à côté de chez moi? Et puis, bon, on voit tout le débat autour de cette mine de Moulins, enfin, autour dans l'Allier, autour de la production du lithium. Et autre chose qui est assez amusante aussi sur l'électricité, il y a quand même un point qu'il faut regarder, c'est que quand vous posez les questions sur la réimplantation du nucléaire, où est-ce qu'on va le faire? On va le faire dans les anciennes centrales ou à proximité des anciennes centrales. Pourquoi? Parce que l'acceptabilité, pour le coup, a été construite. Alors l'acceptabilité a été construite, moi je viens de la région où il y a Crémalville, à côté. Donc je vois très bien comment s'est construite l'acceptabilité. Mais il y a eu comme un arrosage financier important. Donc c'est vrai que ça facilite un peu les choses. Mais ce qui est important, c'est que quand on voit la production in vivo, eh bien on comprend ce que cela apporte. Maintenant, le débat, il est quand même très mal posé. On part quand même de très loin. Il y a à peu près 2 mois, on a eu une élection législative qui n'était pas tout à fait prévue, mais à l'occasion de cette élection législative, on a fait de parler que d'une seule chose, c'est de pouvoir d'achat. Et sans jamais faire la relation entre production et pouvoir d'achat. Mais en ne réfléchissant que répartition, c'est la répartition qui va donner du pouvoir d'achat. Donc, on a quand même encore du travail à faire sur la compréhension des rouages économiques. Effectivement, il faut construire l'appétence, l'envie d'industrie. Il faut aussi reconstruire la compréhension de la façon dont fonctionne une économie pour bien faire comprendre que le phénomène que l'on a vu au départ, cette amoxicilline que l'on n'a plus, c'est peut-être parce que, tiens, la molécule, elle est produite à un endroit et elle est produite par un pays qui, en fait, a face à lui des acheteurs potentiels qui ont des prix très différents. Et si moi j'ai un prix qui est très bas, ce qui était plutôt le cas, ben je vais pas être servi le premier. Et donc si je maîtrisais véritablement cette molécule, alors je serais servi. Donc voilà, il y a quand même tout un travail à faire pour bien faire comprendre que la production, ça importe parce qu'on a oublié ce que cela voulait dire. Constance Maréchal-de-Reusch, je crois que vous vouliez réagir en conclusion sur cette question de l'acceptabilité. Ouais, deux petits mots, en tout cas, parce que je crois que votre question était, je sais plus, c'était peut-être Olivier, est-ce que l'État le veut? En tout cas, oui, clairement. Enfin, la mine de l'Allier, la préfète a fait un travail, enfin, ils ont une équipe projet depuis plusieurs mois. Elle a fait un travail formidable pour essayer de mettre tout le monde autour de la table, pour être dans le bon sens, etc. Ça a été concrétisé par justement un décret qu'il a juste avant la période d'affaires courantes, qu'il a désigné projet d'intérêt national majeur. Donc il y a la volonté de l'État d'aller y compris sur ces projets amont, elle est très très claire. Après, l'acceptabilité sociale, objectivement, on a appris hier qu'on avait un contentieux sur notre arrêté de décret, je sais plus, PNM d'une association environnementale locale, donc elle n'est pas gagnée, et c'est là où je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille encore plus. On le fait déjà beaucoup. Encore une fois, la préfète, elle a travaillé très 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 bien avec l'entreprise qui elle-même a collaboré, enfin coopéré tout ce qu'elle pouvait. Mais il n'y a que ensemble qu'on y arrivera, parce que la volonté, elle est claire. Et maintenant, voilà, il faut qu'on porte la bonne parole peut-être publiquement et plus largement. Et effectivement, un point sur lequel que j'avais pas encore indiqué dans mes interventions, soit toute seule, soit ensemble, c'est aussi le travail sur la demande. Parce que donc on accompagne l'offre avec les réglementations, la défense commerciale, le financement, mais il faut aussi travailler sur la demande, notamment quand la demande elle est publique ou parapublique. Et effectivement, sur le prix des médicaments, par exemple, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, mais ce qui n'est pas toujours facile, c'est que c'est pas forcément les mêmes ministères, les mêmes poches, les mêmes lettres plafond, pour utiliser l'expression du moment, qui sont concernés entre ceux qui achètent les produits,
en l'occurrence par exemple le ministère de la Santé qui achète les médicaments, et ceux qui essayent que les médicaments soient faits en France, et que parfois, certes, c'est un peu plus cher quand c'est fait en France, mais il faut l'accepter que c'est nous. Donc c'est aussi un travail effectivement sur lequel alors vous l'avez cité, c'est peut-être plus compliqué, mais sur les panneaux photovoltaïques, etc., il y a quand même la puissance publique, soit directement État, soit via les collectivités, quand même en partie maîtrise une partie de la demande, et il faut qu'on arrive, pareil, à objectiver que peut-être parfois ça coûte plus cher parce que le produit va coûter plus cher, donc il y a un ministère à qui ça coûte un peu plus cher, mais que collectivement on va éviter du chômage, on va réduire notre balance commerciale, et que donc à l'échelle de la puissance publique d'ensemble, on y gagne. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais qui est pas facile. Et quand je disais au début sur comment on doit faire concrètement, c'est typiquement sur ce genre d'articulation interministérielle sur lequel on travaille aussi. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, monsieur, on va vous apporter le micro, voilà. Bonjour à tous, Harold Degault à l'UQAM. La question, elle est pour Olivier. Pourquoi les métiers de l'industrie n'attirent plus les jeunes? Grande question. Alors, d'abord, on aurait bien aimé dire c'est à cause du salaire, mais en fait, vous êtes en train de les augmenter. Déjà, ils étaient à formation égale plus élevée dans l'industrie que dans les services, et la tendance qu'on constate actuellement, c'est que il y a même ce décalage va avoir tendance sans doute à prendre encore plus d'ampleur. En fait, il y a deux motifs fondamentaux. Le premier, c'est que nous véhiculons collectivement une image de l'industrie qui est celle de nos années de désindustrialisation, c'est-à-dire qu'il y a un dénigrement continu. Quand on prend les enquêtes d'opinion des Français, dans lesquelles, naturellement, il y a les parents, il y a les profs, c'est-à-dire des prescripteurs d'orientation assez forts vis-à-vis des jeunes, l'image qu'on a de l'industrie, c'est pas Charlie Chaplin, mais c'est quelque part entre les années 70-80. Et donc, tous les efforts qui ont été faits dans vos sites sur le travail pénible avec la mécanisation, sur les conditions de travail, sur la propreté, etc., tout ce travail-là n'est pas passé dans l'image collective. Et donc, les gens qui sont autour des jeunes et qui contribuent directement ou indirectement à leur orientation, véhiculent une image encore qui n'est pas connectée à la réalité. Donc et ça, quelque part, ça peut paraître triste, mais c'est un super message parce que c'est pas difficile, et je pense que c'est en cours, de refaire cette connexion. Il y a des dizaines d'initiatives sur les territoires, nombre de chefs d'entreprise qui ouvrent leurs sites à des écoles, etc. J'ai envie de dire, la mayonnaise n'a pas encore pris, mais franchement, on est en train de battre le truc vachement fort. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Je rêve quand même de vous avez compris par mon expression avec l'industrie, d'une campagne de com un peu nationale qui unifie tout ça. L'armée a fait s'engager. Souvenez-vous, l'artisanat, le premier métier de France, etc. C'est possible. C'est possible pour l'industrie. On l'a pas fait. C'est pas un truc, je le dis, c'est pas un truc pour Bercy. Ça, c'est la famille de l'industrie qui doit faire son marketing. Elle a sa responsabilité par rapport à l'attractivité. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est plus compliqué. C'est, je vais appeler ça la qualité de vie au travail. Nos organisations industrielles sont fondées par Ford et par Taylor. On les appelle mécanistes, verticales. Et aujourd'hui, les attentes de la société, et pas que des jeunes, il y a un très beau travail fait. Alors, je trouve que c'est encore à l'école des mines, à côté avec la fabrique de l'un, publié par la fabrique de l'industrie, mais sur le fait que les attentes qu'on a vis-à-vis du travail, certes, les jeunes sont un peu en pointe, mais en fait, tout le monde les a. Équilibre de vie, privé, public, flexibilité du temps, etc. Nous avons devant nous un travail de fond à faire sur les modes d'organisation du travail dans l'industrie. Et ce travail, il est fait individuellement par plein de chefs d'entreprise. On ne s'en est pas emparé collectivement parce qu'il faut que nos modes d'organisation de travail dans l'industrie soient conformes aux attentes de la société. Il faut qu'on les change. On peut plus continuer à travailler sur des modèles d'organisation fordistes ou mécanistes. Ça donne ceci dans les enquêtes d'emploi. Je veux pas aller dans l'industrie parce que c'est des petits chefs masculins en management vertical. Voilà, ça donne ça en impression, alors qu'on est capable de faire de l'autonomie, alors qu'on est capable de faire du projet, de la transversalité. Mais là, on a un deuxième chantier devant nous, et celui-là, il est plus compliqué, plus profond. Voilà, pas les salaires, facile pour l'image si on s'y met et qu'on se retrousse les bras, plus compliqué sur l'organisation parce qu'on est quand même décalé par rapport aux attentes de la société. Mais encore une fois, c'est pas du tout perdu. Est-ce qu'on a une autre question ? Non ? Oui, devant.
Merci. Oui, une question pour Matières Premières Énergie Média, Christophe Journet. En fait, ce qui me frappe à chaque fois, c'est passionnant. J'ai vraiment appris beaucoup de choses à nouveau ce matin. Mais d'ailleurs, je crois qu'Olivier n'a pas d'inquiétude à se faire. On est déjà dans un système hors marché, puisque personne n'a évoqué aucun prix de marché, ni de l'aluminium primaire, ni de l'aluminium recyclé. Je vois que ça fait sourire et je comprends. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de réconcilier, je dirais, les préoccupations. Là, si on est incapable, pendant une matinée comme celle-ci, de parler d'innovation dans l'aluminium, sans dire à un moment donné, comme ça, en montrant une courbe de prix sur 30 ans, sur 20 ans. Voilà. Récemment, j'ai bossé sur le marché de l'or. Je vois que le marché de l'once d'or, le prix de l'once d'or, est en train de dépasser la tonne d'aluminium primaire. Ça vous paraît normal ? Bon, enfin, je ne vais pas insister trop. Par contre, je pense que c'est vraiment intéressant de voir que l'État, et en particulier donc les gens en charge du secteur des entreprises, ont enfin compris qu'il faut effectivement pas seulement encourager l'industrie, encourager les entreprises. Moi, j'ai vu comment les Suisses, les Autrichiens forment les jeunes, c'est fabuleux, parce que dès 12-13 ans, ils ont davantage envie de commencer par apprendre un job. D'ailleurs, ils finissent souvent patrons au bout de 15 ans. Et chez nous, c'est vrai qu'on a ce petit problème-là, qui est très politique, en fait. Moi, je suis assez content que Michel Barnier soit arrivé là où il est, parce qu'à mon avis, il a compris ça depuis longtemps. Peut-être pas tout le monde à côté, mais ça, c'est un autre problème. Mais il paraît qu'il ne faut pas trop s'engager non plus quand on parle politique dans certains endroits, donc merci d'écouter ça aussi. Voilà, en tout cas, merci pour le débat, et bravo en tout cas pour l'analyse chez Rexecode, que je connais déjà depuis un moment, parce que je trouve que ce dont on manque aussi cruellement, et en tant que journaliste spécialisé pour des questions d'économie aussi, je pense qu'on en manque parce qu'il y a un manque d'appétit des industriels et des professionnels pour cette information spécialisée que vous délivrez aussi chez Rexecode. Très bonne continuation à tous. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Ah, Olivier, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais juste réagir sur le... je me suis rendu compte, quand je parlais, j'ai beaucoup utilisé le terme de régulation, ce qui va me faire passer pour un méchant régulateur, et quelque part, vous avez pointé ça du doigt. Je voudrais juste saluer ici des gens que j'ai essayé de mettre en avant, que j'appelle les néo-industriels. On est dans un monde qui change fondamentalement, géopolitique, contraintes environnementales, mutation sociétale sans doute profonde aussi, peut-être liée aux deux précédentes. Et moi, chaque fois que je vais dans des territoires, je rencontre des entrepreneurs qui essayent d'adapter leur mode de création de richesse à ces contraintes. Mais ce sont des entrepreneurs, j'insiste bien. Et comme l'a dit Denis, et peut-être on n'a pas assez insisté là-dessus dans cette table ronde, on crée la richesse dans l'entreprise et il faut bien la créer avant de pouvoir la répartir. Et que cette vertu de l'entrepreneur qui prend des risques, il faut qu'il trouve des financements, mais de création de richesse est absolument centrale. Je me permets de rebondir sur votre intervention, parce que dans la mienne, j'ai été peut-être un peu décalé. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que vous pouvez les applaudir.